Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Biggie. Aujourd'hui, je vous parle de Demons of Astaborg sur Mega Drive. Demons of Astaborg est un action-aventure sorti sur Mega Drive en 2021. On n'a pas encore vraiment la date de sortie, puisque nous sommes quelques-uns à avoir eu le jeu en version édition presse collector. En fait, on a été contactés, les uns ont été contactés, certains ont contacté la société pour essayer d'avoir le jeu en avant-première. Et en fait, ils ont d'abord distribué le jeu aux vidéastes et influenceurs YouTube, pour qu'ils puissent en parler afin de générer une petite hype autour du jeu et de susciter des commandes chez des personnes. J'ai découvert en fait ce jeu l'année dernière au travers d'une démo qui permettait de tester la première zone, le premier niveau du village. Faut avouer qu'au départ, quand j'avais vu le jeu, je l'avais trouvé techniquement assez joli, vraiment bien réalisé pour de la nouvelle Mega Drive, puisque depuis un certain temps, il y a une scène qui s'est éveillée sur cette console, notamment grâce à SGDK, le logiciel qui permet de développer sur la console, qui a été fait par Stéphane d'Allongeville. Et depuis qu'il a fait ce logiciel, il y a toute une scène qui s'est éveillée. On a eu notamment Tensor. Puis, entre-temps, il y a eu l'énorme Paprium, pour le coup, qui n'utilisait pas SGDK pour son développement. Et puis, il y a eu toute une scène qui a commencé à vouloir développer sur cette machine. Et quelques jeux sont donc sortis sur la machine récemment. Demons of Astaborg fait vraiment partie du haut du panier de ce qui a été proposé dans la nouvelle scène Mega Drive, puisque déjà, mis à part son côté technique, on voyait que le jeu était assez ambitieux. Il manquait encore les subtilités qui ont été apportées par la suite, sur lesquels je reviendrai juste après, mais on voyait déjà se dessiner quelque chose de très prometteur, et on voyait que le studio avait des ambitions pour ce jeu. J'ai reçu le jeu en édition presse début août, et lorsque je suis rentré de vacances, je me suis mis à tester le jeu, et là, quelle surprise en fait de voir un jeu qui est techniquement très abouti, artistiquement vraiment très joli. On a vraiment ce qui se fait de mieux sur la console. On découvre comme ça un univers un peu gothique, médiéval. J'ai mis quelques jeux en arrière-plan, ce n'est pas anodin, parce que je trouve que ce jeu va puiser ses influences dans plusieurs grands jeux qui sont sortis dans le genre. Beaucoup retiendront son inspiration avec Ghouls and Ghosts, mais comme l'avait souligné des GGX, je trouve qu'il a une grande affiliation avec Kadash notamment. Mais Demons of Astaborg, ce n'est pas que ça. Pour moi, ce jeu va apporter vraiment des choses innovantes dans ce genre-là. On a affaire à vraiment un action-plateforme, matinée d'aventure, avec une petite dimension RPG, et qui va mélanger tout un tas de genres, et qui va en faire un jeu totalement original. Dans Demons of Astaborg, on va incarner Gareth, un chevalier qui va être chargé de chasser les démons du monde de Astaborg. Et puis le jeu va se dérouler vraiment comme un side-scroller action. Vous allez disposer au départ d'une épée, et vous allez donc pouvoir sauter sur différentes plateformes, frapper des ennemis. Au début, la move list va être assez classique, donc on va avoir un combo de 3 coups avec l'épée, et un saut classique. Vous avez également une roulade qui vous permet d'esquiver les coups, et de passer dans le dos des ennemis. Et donc vous allez devoir vous débarrasser des différents ennemis qui vont vous attaquer. La palette de mouvements au départ va être assez classique, et au fur et à mesure de l'aventure, vous allez pouvoir déverrouiller des mouvements différents. Ce qui fait la particularité et le sel de Demons of Astaborg, c'est la possibilité de déverrouiller un pouvoir magique par niveau. Dans le premier niveau, vous allez pouvoir déverrouiller par exemple une lance magique. Vous allez devoir faire une épreuve pour la déverrouiller à chaque fois. Donc vous aurez un fantôme qui va vous demander de lui retrouver des archives de sa mémoire. Et lorsque vous lui apporterez ces archives, il vous donnera un pouvoir magique. Ce pouvoir magique va au-delà du simple ajout de coups supplémentaires, puisqu'ils vont fonctionner un peu comme des pouvoirs clés. Au-delà du fait que vous allez pouvoir attaquer les ennemis avec, vous allez entre autres pouvoir accéder à des passages qui étaient fermés jusque-là grâce à ce pouvoir. Par exemple, dans le premier niveau, pour pouvoir passer, il y a un pont-levis qui est fermé. Vous allez pouvoir lancer votre lance magique,
et faire tomber le pont, ce qui vous permettra de passer à la suite. Et en général, chaque niveau est articulé de cette manière-là. Vous avez une partie du niveau qui est assez classique, et ensuite vous avez la partie où vous allez récupérer votre pouvoir magique, et ensuite la deuxième partie du niveau va s'articuler entièrement sur cette nouvelle faculté. Ce qui va en découler un gameplay assez intéressant, et assez novateur pour une console 16 bits en fait. On sent vraiment que le jeu va plus loin en fait que le jeu Mega Drive. Il va s'inspirer vraiment des mécaniques de jeu actuelles, notamment des jeux indés qu'on trouve sur console nouvelle génération. Sur ce point, il faut saluer Neofeed en fait pour toutes les idées innovantes qu'ils ont eues dans ce titre. Au niveau, ne serait-ce que déjà, de la direction artistique qui est magnifique, c'est quelque chose qu'on n'avait plus trop l'habitude de voir. Ils se sont dit on va faire un action-aventure et on va essayer de le faire et de s'éclater dessus. Et on ressent vraiment le plaisir qu'ils ont mis à créer cet univers. Les décors sont extrêmement soignés, autant dire qu'on n'avait jamais vu ça sur les homebrew, ce qu'on appelle les homebrew, donc les jeux faits par des petits studios ou des gens chez eux sur Mega Drive. Il met la barre immédiatement très haute. On n'avait jamais vu ça en fait depuis Paprium. En termes d'ambiance sonore, le jeu est aussi assez soigné. On va avoir des bruitages qui sont très clairs et bien choisis. On va avoir aussi une ambiance musicale qui va être excellente. On va pas avoir trop de titres inoubliables, mais par contre les thèmes sont vraiment d'excellente facture. Une fois que vous aurez acquis donc ce pouvoir, vous allez également affronter un boss à la fin de chaque niveau. Et le boss également va mettre en avant la nouvelle faculté que vous avez déverrouillée. Il faudra se servir à 100% presque de cette faculté si vous voulez en venir à bout. Ce sera presque impossible de vaincre un boss sans utiliser cette nouvelle faculté. On va prendre l'exemple du premier boss. Vous allez devoir l'affronter en lui mettant des coups, mais vous lui infligerez que très peu de dégâts. Je dirais la solution que le studio a mis en œuvre pour le vaincre, vous allez avoir des objets qui sont au-dessus de lui, notamment un couperet. L'idée, ce sera de faire tomber le couperet sur sa tête, l'assommer, lui infliger des gros dégâts, mais également l'assommer, pour pouvoir lui infliger plusieurs combos et le battre assez vite. En termes de game design, on va avoir quelque chose vraiment de hyper intéressant grâce à ces facultés, du moins à chaque fois sur les deuxièmes parties de niveau. La première partie de niveau, ça va être extrêmement classique, donc de l'action plateforme, avec des parties basées sur le réflexe. Vous allez avoir des sauts un peu compliqués à faire, etc. Déverrouiller des portes, ouvrir certains passages en abaissant des manivelles, ce genre de choses. Et dès lors que vous allez acquérir votre pouvoir, le jeu va articuler son game design autour de ça. Et c'est quelque chose de vraiment ultra innovant. C'est pas des choses avec lesquelles on nous avait habitués à l'époque sur ces consoles-là. On a vraiment un game design qui est extrêmement intelligent. Si on ajoute à cela les différentes manières de vaincre les boss en utilisant ces facultés, on arrive vraiment sur quelque chose de bien pensé et d'extrêmement intelligent. Il va falloir utiliser son pouvoir au bon moment. Par exemple, dans le deuxième niveau, on va acquérir un bouclier qui va permettre de renvoyer les attaques ennemies. Il faudra le déclencher pour carrément ouvrir des portes parfois, mais également pour renvoyer les attaques des ennemis qui ne pourront pas être touchés autrement. Le jeu va aussi renfermer une petite dimension Metroidvania, puisque vous aurez des coffres qui seront placés à des endroits où la seule solution d'y accéder, ce sera de vous servir justement de cette nouvelle faculté. La première fois que j'avais joué au jeu, dans mes premières runs, j'avais trouvé ça dommage le fait qu'on ne puisse pas garder les pouvoirs à chaque fois. Mais au bout d'un certain temps passé sur le jeu, il est vrai que cette idée met vraiment en avant l'intelligence du studio sur ce coup-là. Puisque si on avait eu tous les pouvoirs, on n'aurait jamais exploité chacun d'entre eux à son maximum. Et là, le jeu va vous forcer à vraiment vous en servir au max, et une fois que le niveau qui est articulé autour de ce pouvoir se termine, on passe à un pouvoir suivant. Et c'est ce qui va donner un petit peu la carotte au début de chaque niveau, de se dire qu'est-ce qu'on va trouver comme pouvoir, de quelle manière il va falloir s'en servir. Également au niveau du scénario, on a vraiment un jeu qui est scénarisé, c'est-à-dire que vous allez avoir des cutscenes avec des dialogues. Les dialogues sont assez bien écrits. Vu que l'ambiance est bien posée, on a envie d'en savoir plus, envie de lire les dialogues et de voir la quête de notre personnage arriver au bout. Justement, encore une fois, sur les jeux 16 bits, on n'était pas trop habitué à avoir des scénarios dans des jeux d'action assez intéressants. Et là, franchement, ça reste intéressant. On a envie de connaître un petit peu les buts de chacun, savoir qu'est-ce qui se trame en coulisses, etc. Ce n'est pas non plus le scénario de l'année, mais ça reste assez intéressant pour un jeu du genre. Au niveau de la difficulté, je dirais que le jeu est assez difficile, puisque lorsqu'on joue en normal, c'est vraiment extrêmement difficile, puisqu'on va mourir assez facilement, les ennemis vont vous faire beaucoup de dégâts. Une autre subtilité dans le jeu, donc à chaque ennemi que vous vaincrez, vous ramasserez de la monnaie, donc c'est des petites pierres ou des petites pièces qui vont vous donner de la monnaie. Vous pourrez, à la fin de chaque niveau, avec cette monnaie, vous pourrez acheter des coups supplémentaires, et le prix de ces items varieront selon la difficulté que vous aurez choisi au départ.
On signale également que le jeu propose une sauvegarde, donc à chaque début de partie, vous allez choisir une sauvegarde, le niveau de difficulté. Lorsque vous finirez un niveau, le jeu enregistrera votre position à la fin de ce niveau. Au niveau de la difficulté, donc le jeu est assez difficile. Comme me l'avait conseillé également des GGX, au départ j'avais fait ma run en normal, j'avais beaucoup de mal. En mettant le jeu en easy, on arrive à un jeu un peu plus équilibré. Je dirais pas qu'il est facile, il reste quand même assez corsé en facile, puisque certains boss, notamment le boss du deuxième niveau, est vraiment insane. La difficulté easy va vous apporter quelques petites choses, notamment vous allez payer vos items moins chers, et les ennemis vous feront un petit peu moins de dégâts. Donc ça reste assez intéressant. Je conseille à tout le monde d'abord de le finir en easy, et puis après de monter graduellement sur les niveaux de difficulté. En termes de durée de vie, le jeu est assez long, puisqu'il vous faudra à peu près 3 heures pour en voir le bout d'un coup, si vous le faites d'un coup. Le jeu possède un peu moins d'une dizaine de niveaux, 9 il me semble, et chaque niveau voilà, va apporter sa petite pierre au niveau de cette faculté, mais également au niveau de son ambiance, et il va puiser vraiment dans plein d'inspirations, et c'est toujours agréable de voir ces hommages. Je dirais que c'est pas du plagiat, c'est plus des hommages qui ont été faits, et on salue Neophyte pour tout ça. Demon of Astaborg, c'est vraiment un jeu surprise un petit peu, parce que quand j'avais fait la démo, j'en attendais pas particulièrement quelque chose, et j'ai eu la grande surprise de découvrir le jeu complet, et vraiment de me retrouver avec un jeu vraiment de très haut niveau sur Mega Drive. Et ce qui est assez fou, c'est qu'en fait, on a un jeu Mega Drive, mais qui a plutôt une approche comme les nouveaux jeux néo-rétro qu'on trouve sur les consoles nouvelle génération. Et c'est agréable de se dire qu'ils ont réussi à faire rentrer ça dans une cartouche Mega Drive. Et il faut saluer le très bon travail de Neophyte. On m'avait dit que le développement avec SGDK limitait une partie de ce qu'on pouvait faire sur la Mega Drive. Et là, force est de constater que le boulot qu'a effectué Neophyte avec ce logiciel-là est vraiment très impressionnant. Est-ce que je conseillerais ce jeu à tout le monde? Oui, honnêtement, c'est pour les gens qui collectionnent, même pour les gens qui veulent découvrir un bon jeu, je le conseille fortement. Moi, en tout cas, j'en ai un excellent souvenir et j'ai envie de m'y replonger. J'ai terminé le jeu une première fois, je pense y retourner et pourquoi pas essayer les niveaux de difficulté plus élevés. En normal, j'étais déjà arrivé jusqu'au 4e niveau, mais je pense le terminer en normal assez prochainement. J'espère que cet avis sur Demons of Astaborg vous aura plu, et en attendant, je vous dis à bientôt, salut!